Imaginez, vous avez 15 ans, à peine. Ce n'est pas votre choix. Ce n'est jamais le choix d'une femme à Rome, surtout en l'an 73 après Jésus. Vous venez d'être marié, forcé, à un centurion que vous avez rencontré hier. Votre père a tout arrangé, comme il se doit, sans même vous consulter. La villa, somptueuse, se dresse juste en dehors de Rome, mais ses murs ne vous offrent aucune protection. La cérémonie de mariage a suivi chaque rituel prescrit avec une précision glaciale. Le sacrifice des animaux, les vœux murmurés, la procession formelle et imposante. Les invités, en liesse, félicitent votre père. Ils tapotent le dos de votre nouvel époux avec des sourires approbateurs et complices. Personne ne vous demande comment vous vous sentez. Personne ne s'en soucie. Vos émotions sont insignifiantes. Maintenant, la fête s'estompe. Les convives sont ivres. Leur rire gras résonne étrangement dans les couloirs. Votre mari pose sa main sur la vôtre. Sa prise est ferme, presque rude. Il vous tire, vous arrachant à la foule bruyante, vous entraînant loin des regards, vers ses appartements. Votre cœur bat à tout rompre, la peur vous étreint, une angoisse froide et viscérale. Pourtant, vous tentez de vous rassurer, vous murmurez à vous-même que tout cela sera vite terminé, une formalité, une épreuve à subir. Ce n'était pas une exception, pas une cruauté isolée dictée par un homme. C'était la pratique courante, inscrite dans les contrats de mariage, défendue par les textes juridiques et méticuleusement décrite par les auteurs romains de l'époque. C'était la loi. Je vais vous montrer exactement ce qui se passait dans cette pièce. Le rituel suivait une structure clairement définie, implacable. Les Romains l'appelaient la Didio Indomum Mariti, l'introduction de l'épouse dans la maison du mari. Cela sonne simple, ce ne l'était absolument pas. Après la cérémonie, la jeune mariée était conduite à la maison de l'époux dans une procession de témoins, de parents et d'amis. Souvent, si le marié était militaire, comme le vôtre, ses camarades d'armes étaient également présents, faisant partie intégrante du cortège. L'épouse était raillée, moquée, exposée au grand jour comme un spectacle. L'épouse était censée pleurer. Ne pas le faire aurait indiqué, de manière désastreuse, qu'elle n'était pas vierge, qu'elle avait déjà vécu cette expérience. Cela aurait déshonoré sa famille et ruiné sa réputation avant même que sa nouvelle vie ne commence. Alors, vous pleurez. Non seulement parce que vous avez peur, une terreur qui vous gèle jusqu'aux os, mais parce que les larmes sont exigées de vous. Elles font partie intégrante du rituel. Vos larmes sont un spectacle, une preuve publique et nécessaire de votre pureté. La procession atteint la maison de l'époux. Vous êtes conduite à l'intérieur, dans les appartements du centurion. Vous supposez, avec une lueur d'espoir désespéré, que les témoins vont maintenant se retirer, vous laisser à un semblant d'intimité. Ils ne le font pas. Dans les mariages militaires, en particulier ceux des centurions et des officiers subalternes, la coutume était sans ambiguïté, brutale. Les camarades du marié pénétraient dans la chambre nuptiale. Ils buvaient, ils observaient, non pas discrètement derrière une porte, non pas de l'extérieur en tendant l'oreille, mais assis dans la pièce, regardant fixement. Les auteurs romains en témoignent, sans la moindre gêne. Catulle,
qui a écrit ses poèmes de mariage au 1er siècle avant Jésus-Christ, décrit des témoins restant dans la chambre. Il le présente comme tout à fait normal, attendu, traditionnel, une étape inévitable. Martial, qui écrivait au 1er siècle après Jésus-Christ, plaisante dans ses épigrammes sur les témoins de la nuit de noces. Il le traite comme une connaissance commune, quelque chose que son public trouverait amusant, une farce à partager. Plutarque, dans ses écrits sur les coutumes romaines, note que les mariages militaires incluaient souvent des témoins fraternels, pour s'assurer que l'union était dûment consommée. Dûment consommé. Considérez attentivement ce que cette formule signifie, ce qu'elle implique. Marie. Des hommes qui lui sont loyaux, corps et âme. Des hommes qui vous considèrent comme une simple propriété, un bien acquis. Vous ne pouvez pas refuser. Vous ne devez pas pleurer trop fort, ni trop peu. Vous ne pouvez pas leur demander de partir, car votre mari les a invités. C'est la tradition ancestrale. Un refus de leur part ou le vôtre aurait blessé son honneur, une offense impardonnable dans la société romaine. L'honneur de votre mari compte plus que votre corps, plus que votre dignité, plus que votre âme même. Alors, cela se produit sous leurs yeux. Ils regardent, ils commentent, parfois à voix basse, parfois ouvertement. Ils rient. La poésie nuptiale romaine de cette période contient des vers où les témoins plaisantent pendant l'acte lui-même. Ils critiquent les réactions de la mariée. Ils encouragent bruyamment le marié. C'était un divertissement, un spectacle pour eux. Votre traumatisme est devenu leur rituel de rapprochement, leur moment de camaraderie. Pourquoi Rome institutionnaliserait-elle une telle pratique si brutale ? Voici ce qui devrait vous troubler profondément dans la culture romaine. Tout servait l'État. Chaque rituel, chaque coutume, chaque loi. Le mariage ne servait pas à l'affection ou l'amour romantique, il servait à la production d'enfants légitimes, des enfants qui deviendraient des citoyens loyaux, des citoyens qui serviraient l'Empire sans question. Le rituel de la nuit de noces remplissait plusieurs fonctions essentielles à cette machinerie d'État. Premièrement, il vérifiait la virginité de l'épouse. Si la mariée résistait, pleurait de douleur ou saignait, cela prouvait qu'elle était intacte, digne de sa nouvelle lignée. Si elle ne le faisait pas, des soupçons surgissaient immédiatement. Des enquêtes pouvaient alors commencer avec des conséquences dévastatrices. Deuxièmement, il établissait de manière incontestable la domination masculine. Le premier acte du mari en tant qu'homme marié consistait à exercer un contrôle physique devant ses pairs. Cela définissait la dynamique de pouvoir de l'ensemble du mariage, posant les bases de l'obéissance absolue de l'épouse. Troisièmement, il liait les hommes entre eux par une expérience partagée. Ils avaient vu la soumission de l'épouse. Ils avaient participé à son bris, à la perte de son autonomie. Ceci n'est pas de la romance. C'est un contrôle systématique, profondément enraciné dans les fondations mêmes de cette société dite civilisée. Voici la preuve, froide et irréfutable. Le Digeste de Justinien, ce recueil colossal de textes juridiques romains, contient des lois sur le mariage qui se réfèrent explicitement à la vérification de la consommation. Ces lois stipulent, sans équivoque, que des témoins peuvent déposer dans les procédures d'annulation pour attester si l'acte a eu lieu. Comment pouvaient-ils le savoir ? Ils devaient être présents ou suffisamment proches pour observer chaque détail. Les contrats de mariage, remontant au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, conservés sur papyrus et découverts dans l'Égypte romaine, comprennent également des clauses exigeant une confirmation formelle de la consommation. Ces contrats précisent qui doit servir de témoin, ce qui doit être confirmé et ce qui se passe si cette confirmation fait défaut. Un contrat, daté de l'an 142 après Jésus-Christ,
et découvert à Oxyrhynque, stipule que la famille de la mariée a exigé la présence de 2 témoins pour certifier que le mariage avait été consommé la nuit même des noces. Ces témoins étaient obligés de signer une déclaration. Cette déclaration est ensuite devenue une partie intégrante de l'acte de mariage officiel. Pensez à ce que cela signifie. Votre expérience la plus intime et la plus traumatisante, transformée en un document juridique, un témoignage écrit, signé par les hommes qui vous avaient regardé. Permettez-moi de vous présenter un cas concret, une histoire qui illustre comment cette pratique a détruit des vies. Cornélia, originaire d'Ostie, en l'an 86 après Jésus-Christ. Nous connaissons son existence parce que son mari, un jeune officier nommé Gaius Flavius, a déposé une demande de divorce à peine 2 mois après leur union. Son accusation ? Cornélia n'aurait pas été vierge la nuit de leurs noces. Il a présenté les déclarations sous serment de 3 témoins, ses camarades d'armes qui avaient été présents dans la chambre. Ce témoignage existe encore aujourd'hui, conservé dans un fragment juridique. L'un des témoins a affirmé que Cornélia n'avait montré aucune douleur et n'avait pas saigné. Un autre a déclaré qu'elle s'était mue avec familiarité, plutôt qu'avec la retenue attendue d'une vierge. Sur la base de ces seules déclarations, le mariage fut annulé. Cornélia a perdu sa dot. Sa réputation fut détruite à jamais. Sa famille fut déshonorée, bannie de la bonne société. Elle avait 16 ans. Personne ne s'est demandé pourquoi 3 soldats se trouvaient dans la pièce. Personne n'a questionné le potentiel de partialité de leur témoignage. Personne n'a envisagé que Cornélia ait pu être trop terrifiée pour pleurer, trop choquée pour saigner. Le mot des hommes était absolu. L'expérience de la femme n'avait aucune importance. Ce fragment est conservé à la Bodleian Library d'Oxford. On peut demander à le consulter. L'écriture est claire. Le verdict est définitif. Cornélia disparaît des archives historiques après cette annulation. Nous ignorons ce qu'il est advenu d'elle. Mais nous savons ce qui est arrivé à Gaius Flavius. Il s'est remarié moins d'1 an plus tard. Sa seconde épouse avait 14 ans. Si ce moment de l'histoire ne vous force pas à remettre en question le fonctionnement des systèmes de pouvoir, alors vous passez à côté de la leçon pour lesquelles les femmes romaines ont tant souffert. Considérez l'ampleur de cette pratique. Rome a célébré des centaines de milliers de mariages, tout au long de la République et de l'Empire. Toutes les unions n'ont pas suivi exactement le même rituel. Des différences régionales existaient. Le statut social jouait un rôle, bien sûr. Mais la structure fondamentale, cette consommation documentée et confirmée par des témoins, apparaît maintes et maintes fois, à travers les siècles et les provinces de l'Empire. Les mariages militaires en étaient la forme la plus extrême. Les soldats vivaient dans des conditions communautaires. L'intimité était rare, un luxe inconnu. Les casernes étaient des espaces partagés, sans porte pour l'isolement. Les quartiers d'un centurion pouvaient offrir un peu plus d'espace, mais l'attente d'une participation collective persistait, ancrée dans la mentalité militaire. Lorsqu'un soldat se mariait, son unité était présente. Ils accompagnaient la mariée. Ils entraient dans les appartements nuptiaux. Ils restaient. Les archives militaires romaines décrivent rarement cela directement, mais les lettres contemporaines révèlent une réalité encore plus sombre. Nous possédons de la correspondance de soldats stationnés en Bretagne, en Germanie et en Syrie. Une lettre, rédigée vers l'an 110 après Jésus-Christ par un soldat nommé Marcus à son frère, décrit sa participation au mariage d'un camarade. Il y écrit être resté dans la chambre conformément à la tradition et fait des plaisanteries sur les larmes de la mariée. Il trouve cela amusant. Il pense même être amical. Il ne reconnaît pas qu'il est en train de décrire un trauma. C'était tellement normalisé. Des hommes participaient à la violation de femmes tout en croyant honorer une coutume sacrée. C'est le 2e acte du système, la banalisation du mal. Et après, que se passait-il ? Vous avez survécu à la nuit de noces. Les hommes sont finalement partis, s'éloignant de votre honte et de votre douleur. Pour la première fois, vous êtes seul avec votre mari. Vous saignez, vous souffrez, vous êtes traumatisé.
Mais il ne vous est pas permis de vous reposer. Le lendemain matin, le rituel se poursuivait. Les témoins de la nuit précédente étaient convoqués et leur déposition scellait votre avenir. Vous n'aviez aucune voix dans cette procédure. Vous ne pouviez pas vous défendre. Votre propre expérience était reléguée au rang d'insignifiance. Seul ce qu'il prétendait avoir observé comptait. Le droit romain l'explicitait clairement. Le digeste de Justinien, livre 5, titre 2, traite de la dissolution du mariage. La section 5 aborde les annulations pour cause de non-consommation. La loi stipule qu'un mari peut dissoudre le mariage s'il n'a pas été consommé en raison de la mauvaise volonté ou de l'incapacité physique de l'épouse. Comment la mauvaise volonté était-elle établie? Par les témoignages des mêmes témoins. Comment l'incapacité physique était-elle déterminée? Par un examen médical ordonné, non par l'épouse, mais par le mari. La loi donnait aux hommes tous les instruments nécessaires pour détruire leurs épouses. Elle n'offrait aucune protection aux femmes. Les femmes romaines ne possédaient aucune personnalité juridique propre. Elles étaient sous l'autorité de leur père, puis invariablement de leur mari. Leur corps appartenait à la famille, non à elles-mêmes. Leur souffrance était dénuée de sens aux yeux de la loi et de la société. Ce n'était pas une erreur ni un oubli, c'était le fondement même de l'ordre social romain, l'une de ces colonnes invisibles mais puissantes. Considérez ce que cela fait à une société entière lorsque la moitié de sa population est systématiquement traumatisée, lorsque la violence intime est légalisée, encadrée par la loi, lorsque les témoins d'agression sont félicités et non condamnés. Cela crée une culture où la domination semble normale, où la souffrance est attendue et où le pouvoir n'est jamais remis en question. Rome ne se contentait pas de tolérer ce système, elle l'exigeait. Le droit matrimonial l'appliquait, les conventions sociales le renforçaient, la littérature elle-même le célébrait. L'art d'aimer d'Ovide, écrit aux alentours de l'an 1 avant Jésus-Christ, offre des conseils aux maris. Ils en parlaient ouvertement. Ils en étaient fiers. Ils croyaient que cela prouvait la vertu romaine, la force romaine, l'ordre romain. La violation organisée des femmes n'était pas considérée comme de la brutalité. Elle était présentée comme de la civilisation. Telle est la nature de la violence institutionnalisée. Une fois formalisée, elle disparaît de notre champ de vision. Les gens cessent de la remettre en question. Elle devient une tradition, et la tradition devient sacrée. Rome a maintenu ce système pendant plus de 1000 ans, y compris sa continuation byzantine. Des millions de femmes l'ont traversé, des millions de nuits de noces, des millions de témoins. Combien de Cornilias, combien de Julias? Les archives les nomment rarement. Elles enregistrent les hommes, les contrats, les litiges. Les femmes n'apparaissent que comme des notes de bas de page. Leur souffrance devient un décor.
Leur traumatisme n'est mentionné que s'il provoque des complications juridiques. Leurs voix sont absentes. Ce qui nous est parvenu, ce sont des descriptions de leur douleur, écrites par les hommes qui l'ont infligée. C'est presque tout ce que nous avons. Et pourtant, occasionnellement, très rarement, la voix d'une femme émerge. Une lettre du IIe siècle après Jésus-Christ, trouvée parmi les tablettes de Vindolanda, près du mur d'Abrien. Une femme nommée Claudia Severa écrit à son amie Sulpicia Lepidina. Elle fait référence à son jour de mariage. Elle ne donne aucun détail. Au lieu de cela, elle écrit : « Je ne peux pas en parler, même maintenant. Tu comprendras quand ton tour viendra. Prépare ton cœur. Prépare ton cœur. » Ont été construits par des esclaves. Les routes étaient entretenues par les peuples soumis. L'empire s'est étendu par le génocide. Et les familles qui le gouvernaient, celles qui définissaient sa puissance et sa gloire, se fondaient sur des nuits de noces comme celle de Julia, comme celle de Cornelia, comme celle d'innombrables jeunes filles anonymes dont la souffrance soutenait le système. Ce n'est pas une histoire lointaine. C'est le fondement sur lequel nous nous tenons encore. Le droit romain a façonné le droit médiéval. Le droit médiéval a façonné le droit moderne. Les coutumes matrimoniales ont changé, bien sûr, mais la structure essentielle, les femmes comme propriété, les hommes comme propriétaires, a persisté pendant des siècles. Dans certaines régions, elle persiste encore aujourd'hui. Les témoins ont fini par quitter la pièce. L'examen explicite s'est estompé. Mais la croyance que les corps des femmes appartenaient au système de pouvoir n'a jamais complètement disparu. Elle est devenue plus silencieuse, plus subtile, plus facile à nier. Mais le plan reste, le schéma demeure. Et tant que nous ne confrontons pas l'endroit où tout a commencé, nous ne pouvons pas éliminer là où cela mène. C'est pourquoi nous étudions cela. Non pas parce que Rome est choquante, mais parce que Rome est fondamentale. La violence n'est pas une exception, elle est la structure. Et cette structure existe toujours. Si cette histoire vous a révélé une vérité que vous n'aviez jamais rencontrée auparavant, abonnez-vous et activez les notifications, car nous continuerons à déterrer l'histoire que l'on a cherché à enterrer. Laissez un commentaire avec vos réflexions. Je vous retrouve lors de la prochaine enquête.